Rebonjour à tous. Bon, bravo Yorick pour cette présentation, c'était hyper clair. Mais je pense que pour introduire ce panel, je pense qu'il faudrait quand même essayer de résumer l'école autrichienne, mais en une seule ou deux petites phrases. Alors Yorick, étant donné que tu as fait la présentation juste avant, je propose à l'un de nos deux autres panélistes, Fergan ou Nathalie, de se lancer. Ok, mais c'est bien de me donner la patate chaude. Bonjour à tous. Alors l'école autrichienne, si on veut la résumer, c'est en effet cette approche de l'économie hyper pragmatique, avec comme conviction déjà que l'économie est profondément se base sur la décision individuelle et s'inscrit dans un contexte en fait de incertitude radicale. Et l'économie ne fait que répondre à des problèmes. Voilà, c'est l'individu qui répond à des problèmes. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, l'ingénierie sociale pour l'école autrichienne est impossible. Voilà. Merci Nathalie. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée d'expliquer le changement de format du panel ? Oui, exactement, parce que Frédéric Farah n'a pas pu se rendre à Surfing Bitcoin. Du coup, c'est Fergan qui le remplace très brillamment. Et qui va jouer le rôle du keynésien ? On lui fait toute confiance. Mais du coup, Fergan, c'est une bonne occasion. Je pense que toi, tu peux essayer de définir le keynésianisme. Alors, le keynésianisme, je ne suis pas keynésien, mais je peux essayer d'expliquer en tout cas cette école de pensée qui est aujourd'hui en fait l'école de pensée dominante. C'est une école de pensée donc, qui est née avec un économiste britannique, John Maynard Keynes, qui est devenu très célèbre, en tout cas qui a acquis un véritable triomphe au cours des années 30, où il a été perçu par tout le monde comme étant le grand héros qui a sauvé l'économie mondiale de la Grande Dépression. Et s'il fallait résumer très très vite la pensée de Keynes, et en tout cas la distinguer de l'école autrichienne d'économie, la pensée de Keynes et le keynésianisme, c'est une école de pensée qui va beaucoup insister sur le rôle de la demande. C'est-à-dire que pour eux, la consommation, c'est vraiment le moteur de la prospérité, c'est le moteur du progrès économique, c'est la propension à consommer qui détermine la prospérité d'une économie. Et de cette manière-là, en fait, ils vont beaucoup se méfier de l'épargne pour vraiment rebondir sur un sujet qui nous intéresse avec le Bitcoin et l'école autrichienne. Là où il y a vraiment un clivage très net, ce n'est pas le seul clivage, mais l'un des clivages les plus nets, c'est vraiment dans le fait que les Autrichiens vont favorablement, effectivement, considérer l'épargne comme étant une attitude indispensable au progrès de la civilisation, à l'innovation, à l'investissement, tandis que les keynésiens craignent, redoutent au contraire, un excès d'épargne parce qu'ils estiment que trop d'épargne, c'est la meilleure recette pour créer des crises et que pour juguler ces crises, il faut justement dissuader l'épargnant de trop thésauriser, trop accumuler de l'épargne, justement par l'inflation notamment, mais aussi par des relances budgétaires. Et Yorick, est-ce que c'est trop réducteur de dire que l'école autrichienne, c'est moins d'implication de l'État dans l'économie et le keynésianisme, c'est plus d'implication de l'État dans l'économie ? Est-ce que c'est réducteur de dire ça ? Non, ça me paraît parfait. Ça revient à peu près à ça. Et en fait, on peut même expliquer une partie du succès du keynésianisme par le fait que Keynes a fourni des outils conceptuels un peu inespérés aux États pour justifier l'accroissement de leur intervention dans l'économie. Et surtout à mesure que le temps est passé et que le communisme a fait la preuve de son échec. Il fallait des justifications alternatives. Elles ont été fournies par le camp keynésien. Et on en parlait un petit peu, Fergan, ce matin. Tu me disais que les points d'achoppement principaux, en tout cas le principal point d'achoppement entre les deux écoles, c'était la déflation. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? C'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, c'est un des éléments qui distingue beaucoup les Autrichiens des keynésiens, c'est que précisément, les Autrichiens voient très favorablement, en tout cas, la stabilité des prix, voire des prix qui diminuent, ça ne les dérange pas plus que ça. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils sont tout à fait à l'aise avec l'idée d'une masse monétaire fixe, qui ne bouge pas, parce qu'aujourd'hui, de manière très contre-intuitive, il me semble que l'un des obstacles à la bonne compréhension du Bitcoin, c'est comment fait l'économie pour fonctionner dès lors qu'on n'imprime pas continuellement de la monnaie. Une monnaie peut-elle fonctionner avec une quantité de monnaie tout à fait fixe ?
Les Autrichiens répondent favorablement à cette question en disant mais en fait, si on a une quantité de monnaie fixe et qu'on a parallèlement des progrès techniques ou une augmentation de la demande de monnaie, c'est pas grave, les prix vont simplement s'ajuster et donc le prix des biens et des services exprimés en matière de monnaie va diminuer continuellement. C'est ce qu'on appelle une déflation. Simplement, les keynésiens vont considérer cela comme une espèce de catastrophe parce qu'ils vont dire, mon Dieu, si les prix baissent continuellement, les gens vont s'arrêter de consommer, vont arrêter de vivre, bon, ce qui est déjà un peu discutable. Mais en plus de cela, effectivement, il y a une crainte réelle que les périodes déflationnistes conduisent à des crises économiques parce que, effectivement, et dans certains cas, ça peut se produire parce que dans les années 30, on a eu en effet des périodes de déflation brutale qui, parce qu'elles n'étaient pas anticipées par les entreprises et parce que les entreprises n'avaient pas les capacités de renégocier leurs contrats avec les travailleurs, faisait que ces déflations pouvaient poser des problèmes. Mais pour moi, ce sont des problèmes qui sont avant tout causés par la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, notre système politique fait qu'une déflation est en tout cas difficilement envisageable parce que ça nécessiterait de modifier pas mal de lois sur le marché du travail, sur le marché du logement, pour permettre à un employeur de dire à son travailleur, bon, d'accord, il y a une déflation de X%, je vais diminuer, si tu le veux bien, ton salaire nominal de X%, ce qui ne change rien à ton niveau de vie, puisque si les prix baissent et que ton salaire baisse un tout petit peu, en fait, ça changerait pour toi, mais c'est nécessaire pour que l'entreprise puisse respirer. Les Keynésiens sont très sceptiques sur la capacité de ce processus à s'enclencher parce qu'ils parlent de rigidité des salaires à la baisse. Ils disent psychologiquement, c'est trop difficile de faire accepter à un travailleur que son salaire nominal va baisser et donc c'est pour ça que finalement une économie déflationniste n'est politiquement pas viable et je pense que l'objection de Keynes était avant tout politique. Je ne suis pas certain qu'il était nécessairement hostile au mécanisme économique, mais politiquement il disait que c'était complètement irréaliste de proposer cela, donc il faut un peu d'inflation pour permettre à l'économie de bien fonctionner. Et je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que c'est la Grande Dépression qui a fait émerger les théories de Keynes, et bien sûr après la reconstruction après la guerre. Mais est-ce qu'il y a un événement historique qui a participé à l'émergence de l'école autrichienne ? Non, je dirais que c'est plus lié en fait au développement intellectuel à un moment donné au XIXe siècle, mais il n'y a pas d'événement économique particulier. Ceci étant, Keynes n'a pas écrit sa théorie en même temps que la crise, il l'avait déjà conceptualisée avant, et la crise lui a donné l'occasion de la vendre politiquement. Et comme ça a été souligné par Fagan très, très justement, en fait, c'est vraiment cette idée que le politique pouvait justifier de façon, entre guillemets, scientifique, le fait qu'il allait pouvoir intervenir et que ça allait être bénéfique pour tout le monde. Et comme on prime le court terme, c'est-à-dire on dit en fait à la population, mais oui, il faut en fait profiter aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur discours politique, enfin il n'y a pas plus vendeur en fait pour avoir du succès et donc se faire réélire. Et c'est ce qu'a très bien compris Keynes. En fait, son discours était tout simplement extrêmement vendeur et permettait en fait à la population de se dire bah oui, ils ont raison, il vaut mieux qu'on souffre moins aujourd'hui. En minimisant les potentiels effets négatifs du futur. Et lorsqu'ils arrivent, ces effets futurs, parce qu'un jour, on paye la politique qu'on voit bien en fait aujourd'hui, hein, c'est la contrepartie de cette politique monétaire débridée qu'on a enclenchée en 2008, relayée en Europe avec la crise des dettes souveraines, et puis on en a remis une couche avec le Covid. Voilà, on a soutenu l'économie alors qu'il ne se passait rien. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement la conséquence de toutes les années précédentes. Mais ça, on ne va pas le dire. Hein. On ne va pas dire qu'effectivement, ça, c'est la contrepartie de privilégier une politique de court terme qui, effectivement, au moment où on l'a fait, ça va mieux. Le Covid, hein, par exemple, tout le monde était heureux. Plein de gens qui restaient chez eux, qui continuent à pouvoir payer payer correctement, à vivre normalement. Et néanmoins, c'est une situation effectivement anormale. Donc, elle a forcément un coût qui se paye après. Voilà. Et le thème de ce panel, en fait, oppose ces deux visions de l'économie. Mais est-ce que, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais est-ce qu'elles ont des choses en commun quand même ? Elles ont un point commun apparent, mais qui est en fait superficiel, qui est l'absence de mathématisation.
Et alors, c'est vraiment un point très important et finalement peu d'économistes acceptent d'en parler. Mais toute l'activité économique nécessite des présupposés méthodologiques. Est-ce que l'économie est une science? Et si oui, quelle méthode doit-elle utiliser? Est-ce qu'elle doit utiliser les méthodes des sciences de la nature ou pas? Et sinon, quelle méthode? Et ceux qui disent que l'économie doit utiliser la méthode des sciences de la nature, ce sont les positivistes. Et en fait, ils sont ultra majoritaires aujourd'hui. La plupart des économistes pensent que pour découvrir une vérité économique, il faut poser des hypothèses et les tester empiriquement. Et ensuite faire varier les variables des équations jusqu'à ce que l'équation explique la plus grande partie de la réalité. Ça conduit à une mathématisation à outrance de l'économie qui fait que l'économie aujourd'hui est devenue en fait un festival mathématique déconnecté du réel, complètement déconnecté du réel. Des générations entières d'économistes sont dégoûtées de l'économie à cause de ça. Et Keynes, lui, ne propose pas de mathématiser l'économie. Quand on lit la théorie générale publiée en 1936, en fait, il n'y a pas une équation dedans. Mais donc ça, c'est un point commun avec les Autrichiens, parce qu'eux refusent cette méthode. Mais en revanche, Keynes raisonne avec ce qu'il appelle des agrégats. C'est lui qui a lancé la mode des agrégats économiques. Il définit plus ou moins précisément des grandes variables, le revenu, l'emploi, l'investissement, et il établit des correspondances entre elles, mais il les décrit de manière littéraire. En revanche, ses successeurs, les ribambelles de courants post-keynésiens, néo-keynésiens, archi-post-néo-keynésien, etc., en fait, ont tous exprimé la vision keynésienne sous forme d'équations, notamment John Hicks et le modèle ISLM, qui lui aussi dégoûte des générations entières d'étudiants. Et donc, ça contribue finalement à mathématiser à outrance l'économie. Alors que les Autrichiens ont une vision totalement différente, peut-être qu'on pourra revenir dessus après. Ils estiment que l'économie est une science humaine, une science de l'homme, une science de l'humain, et que l'humain n'est pas réductible à des équations. Il est beaucoup trop complexe, changeant, adaptable, pour être réduit à des équations. Et donc ça les amène à une méthode et des conclusions radicalement différentes, à la fois des keynésiens et des économistes mainstream, néoclassiques, positivistes. On a un petit... peut-être avec les post-keynésiens, il y a deux choses en commun, effectivement. Il y a l'incertitude radicale, et, qui est importante en fait, dans les deux courants, et l'endogénéité de la monnaie, qui n'est pas forcément commune à tous les keynésiens, puisque en fait il y a certains keynésiens compris dans le néoclassique et qui continuent à penser qu'en fait l'œuvre de monnaie est contrôlable. Chez certains post-keynésiens, effectivement, c'est clairement pas ça qui... mais eux, lorsqu'ils l'interprètent, c'est de dire qu'on doit retirer le pouvoir de création monétaire aux banques, en fait, et ça a donné, par exemple, dans un courant qui a pu porter cette idée après la crise de 2008, c'est tout le courant de positive money en Angleterre, où en fait l'idée c'était de rescinder les banques en ayant des banques qui gèrent uniquement des dépôts et des banques qui feraient des crédits par ailleurs. Donc ça, c'est typique en fait de cette mode de pensée en fait post-keynésien qui a conscience qu'en fait les banques la banque centrale ne peut pas contrôler efficacement les banques commerciales et que par conséquent il faut retirer la gestion des dépôts des banques commerciales pour les isoler. Et à ce moment-là, comme on les isole, c'est l'État qui reprend ça en main. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider de la... Donc après, la suite ne change pas. C'est-à-dire que c'est l'État qui, en émettant des obligations, va pouvoir offrir une certaine quantité de monnaie qui sera compatible avec les objectifs de la politique macroéconomique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le courant dominant, en tout cas dans le monde occidental, dans les pays de l'OCDE, c'est le keynésianisme, ou en tout cas c'est ce qui en découle? Oui, incontestablement. C'est-à-dire que ça se voit, y compris dans le vocabulaire des journalistes, des influenceurs, des leaders d'opinion qui nous parlent tout le temps aujourd'hui de relancer la consommation, pour relancer l'économie. C'est quand même assez, ne serait-ce que étymologiquement, ça ne tient pas la route. Je veux dire, la consommation, ça vient du latin consumere, ça veut dire détruire. Ça veut dire vraiment la consommation, par définition, ne peut pas être le moteur de la création, puisque la consommation détruit une richesse qui normalement préexiste à la consommation. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, avec la question écologique,
nos sociétés pétries de keynésianisme sont dans une espèce de dissonance cognitive et de contradiction que pas beaucoup de gens relèvent, mais qui est quand même assez profonde, puisque d'un côté, on nous dit il faut de la sobriété. Très bien, pourquoi pas. La sobriété, nous les libéraux qui affectionnons l'épargne, nous on affectionne le fait de la vertu de tempérance, le fait de pouvoir accumuler de l'épargne pour investir. Donc de ce point de vue-là, la sobriété, c'est un moteur de l'épargne. C'est ce que disait Max Weber dans son Éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Quand Max Weber essaye d'expliquer les différences économiques et patrimoniales entre catholiques et protestants, je résume très vite, il dit les protestants, ils ont une théologie qui les invite davantage à la frugalité, ce qui leur permet d'accumuler beaucoup plus facilement de l'épargne que les catholiques qui n'auraient pas, en tout cas, qui auraient moins cette éthique-là. Aujourd'hui, on nous dit d'un côté, il faut de la frugalité, et en même temps, il faut consommer sans cesse pour faire tourner la machine économique, ce qui est une contradiction fondamentale, mais qui n'est apparemment pas relevée par le discours keynésien dominant. Contradiction qu'on pourrait tout à fait résoudre en rappelant en fait que la consommation, c'est pas la cause de la richesse, c'est la conséquence de la richesse. C'est d'abord la production qui crée de la richesse. Les gains de productivité sont favorisés par l'épargne avant toute chose, d'où l'importance d'avoir une monnaie stable qui ne fond pas, voire une monnaie déflationniste, pour encourager au maximum les gens à épargner et dissuader la consommation, parce que c'est de l'accumulation d'épargne que naît le progrès de la civilisation. Vas-y, Ulrich. Moi, j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans une science économique dominée par une sorte de mélange monstrueux entre le keynésianisme et la théorie néoclassique. Théorie néoclassique qui est souvent décrite comme ultralibérale. Donc, en fait, tout ça est quand même très paradoxal. En revanche, là-dedans, l'école autrichienne est en train de progresser de manière significative. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, l'école autrichienne était dominante. Elle ne s'appelait pas école autrichienne, mais les Autrichiens n'ont fait que raffiner des principes qui étaient universellement acceptés, notamment d'un point de vue méthodologique. Depuis des siècles, l'économie, c'était la science de l'homme. D'ailleurs, elle ne s'appelait même pas économique. Les économistes, c'était des philosophes et des juristes. C'est seulement à partir du keynésianisme et de l'emprise de la théorie positiviste, au cours du XXe siècle, que l'école autrichienne a sombré dans l'oubli, jusqu'à remonter progressivement au coup d'éclat de Hayek en 1974, quand il a eu le prix Nobel d'économie, ce qui a littéralement sidéré totalement les anti-autrichiens. Et depuis... C'était d'ailleurs pour l'inflation des années 70, puisqu'on avait compris qu'il avait peut-être raison. Exactement, voilà, les années 70 ont un peu pulvérisé le modèle keynésien avec l'apparition de la stagflation. Et Hayek a eu le prix Nobel l'année suivante de la mort de Mises, qui est le grand Autrichien, en fait. C'est Ludwig von Mises, le grand Autrichien. Hayek est un disciple légèrement hérétique. Et aujourd'hui, l'école autrichienne, en fait, est de plus en plus diffusée. Et d'ailleurs, ce panel en est une illustration aujourd'hui. Il y a 10 ans, il n'y aurait jamais eu ce panel. L'école autrichienne permet de comprendre les phénomènes actuels de manière probablement plus pertinente que beaucoup d'autres courants. Et quel est le pays, quel est l'État qui se rapproche le plus du courant autrichien aujourd'hui, s'il y en a un? En tout cas, qui a un ministre des Finances qui peut être proche de ce courant? Je ne saurais pas dire pour ma part. Après, c'est vrai qu'il y a des États et des banques centrales qui sont plus ou moins conservateurs, en tout cas qui ne sont pas aussi pressés que les États actuels d'imprimer de la monnaie. Quand vous regardez des pays comme la Suisse, par exemple, ils sont beaucoup plus prudents dans l'usage de la planche à billets, ils sont beaucoup plus prudents dans l'usage débridé de la dépense publique, parce que peut-être aussi qu'il y a une éthique protestante qui fait qu'on est peut-être moins tourné vers le consumérisme débridé. Alors aucun État aujourd'hui ne répond totalement aux standards de l'école autrichienne, c'est une question de degré, mais il est vrai que en Europe, aujourd'hui, le paradigme dominant, c'est dépenser plus et tout ira bien. On se demande pourquoi la France n'est pas le pays le plus riche du monde, alors même que ça fait des décennies que nous avons la dépense publique la plus élevée du monde développé. Il y a eu ils ont fait les influenceurs à un moment donné, lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin. Donc quand il y a eu l'ouverture en fait des ex-pays communistes, ils ont eu quelques moments, en particulier. Bon là, je connais beaucoup plus l'histoire sur le conseil à comment réformer les banques centrales et comment faire des banques centrales dans des économies de marché.
Et là, effectivement, je me souviens que ceux qui étaient plutôt... donc là, je parle de ceux qui sont plutôt free banking. Donc c'était l'équipe Celgene, George Celgene et Larry White. Il y avait aussi un Anglais et puis un autre, Kurt Schuller aussi, qui est aux États-Unis. Et ils avaient été consultés par les pays, notamment les pays baltiques, dans la réforme pour comment faire une banque centrale qui soit... voilà, qui s'écarte en fait du keynésianisme et qui soit une banque centrale qui fasse vraiment un job. Alors, on n'en est pas effectivement à la vision autrichienne, mais voilà, avec cette idée derrière d'avoir une banque centrale responsable. Ensuite, ils ont aussi conseillé, lorsqu'il y a eu le Currency Board en fait en Argentine, donc ça date, hein, c'était dans les années 90. Donc voilà, là c'est pareil, ils avaient été consultés. Et effectivement, le Currency Board est né. Alors, c'est pas eux qui ont été déterminants, mais ils ont aidé à la prise de décision. Et aussi, ils ont influencé, par exemple, toutes les histoires de accountability, dont on a parlé à un moment donné pour les banques centrales quand on allait un petit peu plus loin dans l'indépendance. Et ça a donné une expérience en Australie, où en fait, le gouverneur de la banque centrale australienne était rémunéré selon s'il atteignait ou pas l'objectif qui était... Donc, il y a eu voilà, on a voulu plus de transparence pour rendre quand même les institutions à rendre des comptes à leurs citoyens. Voilà, mais il n'y a pas eu d'émule. Aujourd'hui, il y a l'Estonie, je pense, qui essaye d'avoir une administration transparente. Bon, je ne sais pas pour sa banque centrale particulièrement, mais en tout cas, je sais pour le reste. Donc, mais bon, voilà, c'est quand même des expériences limitées. Et en Europe, malheureusement, voilà, on n'a pas été très bons influenceurs, en fait. On peut citer un exemple passé. En 1979, il y avait un pays majeur en Europe qui était au bord de la guerre civile et de la faillite. C'était ça sa situation, c'était la Grande-Bretagne. Margaret Thatcher est élue, admiratrice de Hayek, influencée par les idées de l'Institute of Economic Affairs, un think tank influent qui a diffusé les théories de Hayek pendant des décennies. Et elle a mis en œuvre une partie des idées de Hayek, pas toutes. Le système de santé reste socialisé, le système éducatif aussi. Le système des transports est à moitié privatisé seulement. Mais en 10 ans, la Grande-Bretagne est passée d'une situation de quasi-guerre civile et de quasi-faillite, pays plus pauvre que la France à l'époque, en revenus par habitant. En 10 ans, elle a surpassé la France. Et donc, elle a révolutionné l'économie et la société britannique en appliquant une partie des idées de Hayek. Et on est quand même ici pour parler de monnaie un peu. Et comment ces deux courants s'approprient la monnaie? À quoi ça sert la monnaie quand on est un keynésien ou quand on est un autrichien? Je dirais que pour l'autrichien, la monnaie est juste au service des citoyens. Enfin, en fait, elle est là pour faire en sorte que les projets des individus puissent se réaliser. Donc, comme l'a expliqué Yorick dans son intervention, elle est là, elle est l'émergence du marché parce qu'en fait, on en a tout simplement besoin pour faire du business. Et c'est en cela qu'elle est importante parce qu'elle permet le calcul économique. Et ça, c'est fondamental aussi. Si vous regardez des économies qui sont en hyperinflation, une des dislocations, c'est qu'en fait, plus personne ne peut faire de calcul économique, et c'est pour ça qu'ils utilisent une autre monnaie pour pouvoir continuer l'activité. Donc en fait, la substitution monétaire, si vous voulez, ou le fait qu'il existe des alternatives, on le voit dans les pays qui ont subi des fortes inflations. Pour les habitants de ces pays-là, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand on ne peut plus, parce que la monnaie locale, on ne fait que la dépenser parce qu'on sait qu'elle va perdre de la valeur après, donc on fait ses courses toutes les 2 heures, hein, puisque si vous interrogez des gens qui ont vécu dans ces économies-là, en fait, ils passent leur temps à aller au magasin pour dépenser l'argent parce qu'ils ne peuvent pas le garder. Et l'alternative, c'est d'utiliser une monnaie qui n'est pas la monnaie légale du pays, mais encore faut-il que vous ayez accès à cette monnaie. Et lorsqu'ils font des plans de production, puisqu'en fait, du coup, il y a un arrêt total de l'activité économique, à moins de continuer à pouvoir faire une activité économique, mais qui va être comptabilisée dans une autre monnaie. C'est pour ça que bon nombre de pays ont fini par se dollariser, enfin, en tout cas les pays qui étaient à monnaie instable. Donc en fait, pour un Autrichien, la monnaie, c'est le calcul économique. Parce que sans calcul économique, même si il réfute le calcul dans l'utilisation de la méthode au niveau des recherches, bien évidemment, le calcul économique, lui, il est fondamental lorsqu'on mène une entreprise. Voilà, donc ça, c'est vraiment
vraiment, alors qu'effectivement, si on prend le côté keynésien, la monnaie est au service de la politique macroéconomique. Donc évidemment, la monnaie, elle sert tous les jours, mais au-delà de ça, elle se met au service en fait de la politique économique du gouvernement. D'accord. Oui, tout à fait. D'autant que les keynésiens en fait considèrent la monnaie au service d'une politique économique, mais qui a une finalité bien précise. C'est vraiment d'encourager la propension à consommer, donc de dissuader ce que les keynésiens appellent une épargne excessive. C'est-à-dire que les keynésiens finalement se méfient beaucoup de l'accumulation d'épargne qui, à bien des égards pour eux, est à l'origine de beaucoup de maux, tandis que les Autrichiens, au contraire, voient cette accumulation d'un très bon œil et donc effectivement idéalisent les monnaies les plus stables possibles qui en fait correspondent aux critères de réserve de valeur qu'on n'arrête pas de mettre en avant, nous, en tant que bitcoiners. On veut effectivement... Et en fait, quelque part, c'est aussi pour ça que la vision autrichienne semble la plus logique. Si on part du principe, encore une fois, que la réserve de valeur, c'est une des fonctions de la monnaie, alors il n'y a pas lieu de craindre, a priori, que des gens épargnent parce que, justement, la valeur de la monnaie est stable. C'est quelque chose qu'il faut encourager. L'autre sujet qui divise aussi beaucoup les Keynésiens et les Autrichiens, c'est comment, finalement, la politique monétaire, lorsqu'elle est mal utilisée, peut générer des crises. C'est-à-dire que là où les Autrichiens se sont vraiment distingués, c'est dans l'élaboration d'une théorie des cycles économiques qui est quand même assez poussée et qui explique que justement les crises financières que nous vivons sont en partie imputables aux banques centrales dans la mesure où celles-ci encouragent une expansion délirante et anarchique du crédit qui, parce que cette expansion est délirante, encourage des investissements dans des projets qui finalement se révèlent pas rentables, et quand tout le monde s'en aperçoit, eh bien, tout se casse la gueule, là où les keynésiens voient au contraire dans l'activisme monétaire des banques centrales une manière d'atténuer, voire de résoudre les crises. Donc il y a vraiment un diagnostic complètement différent sur les vertus attribuées ou non aux banques centrales. Selon les Autrichiens, les banques centrales constituent un élément de déstabilisation du système financier, alors que l'activisme monétaire des banques centrales pour les keynésiens est un élément de stabilisation. En fait, si on veut faire, pour rebondir sur ce point, chez les Autrichiens, il y a vraiment cette idée de l'impossibilité pour une entité centrale d'avoir, c'est très technique en fait, d'avoir la capacité en fait de coordonner efficacement l'information. Donc en fait, si vous voulez, les Autrichiens, ils sont sur la monnaie comme sur le reste des secteurs, ils disent, de toute façon, une entité centrale ne peut pas ne peut pas produire dans les quantités parce qu'en en fait, elle ne peut pas tout savoir. Il y a un problème informationnel qui est très basique. Et c'est pour ça qu'en fait, une planification, quand il y a eu cette ère de la planification dans les débats des années 1930, pour eux, était conceptuellement impossible. Donc ça va au-delà, c'est pas de l'idéologie, c'est de la faisabilité. On ne voit pas comment l'État peut savoir le nombre de personnes qui veulent des jeans, de quelle couleur, de quelle forme. C'est impossible. Donc on ne peut avoir que des unités décentralisées qui puissent le faire, donc il faut laisser le marché. Eh bien, le même raisonnement s'applique à la monnaie, c'est-à-dire que comment la Banque centrale peut savoir la demande de monnaie à plein d'endroits, c'est-à-dire comment elle peut avoir une vision, ce n'est pas possible non plus. Donc la critique fondamentale du courant autrichien, elle est vraiment sur le problème de la coordination des décisions individuelles et de la gestion de l'information qui, en fait, ne peut pas se faire au niveau central. Et c'est pour ça qu'effectivement, de ce point de vue-là, lorsqu'on voit le Bitcoin, c'est pour ça que ça a beaucoup fait écho pour les quelques personnes qui sont plutôt de cette obédience, puisqu'on retrouvait cette idée de décentralisation, d'incapacité de gérer au niveau centralisé, et le fait que les crises successives sont une illustration de cette incapacité qu'ont les banques centrales de gérer des systèmes complexes. Ils ont beau mettre de la régulation, de la surréglementation, du BAL, de ce qu'on veut, en fait, ça ne fonctionne pas par ce problème informationnel. Et on sait que Keynes était farouchement contre le système de l'étalon or. On le rappelle, l'étalon or, ça assurait jusqu'en 1971 la convertibilité du dollar avec l'or. Comment ça se fait ? Comment il explique son opposition ?
Alors, moi je dirais que c'est l'étalon de change or qui s'est effondré en 71 et l'étalon or, lui, s'est effondré en 14. On a essayé de le réhabiliter dans l'entre-deux-guerres, ponctuellement en 20, mais Bretton Woods, c'était pas l'étalon or, c'était l'étalon de change or. Et alors, en fait, Keynes considérait l'or comme ce qu'il appelait une relique barbare. Il y avait un mépris absolu pour ce truc qui brille et qui sert à rien. Et la théorie chartaliste de la monnaie, en fait, qu'il a un peu influencé, hein, visiblement, arrivait exactement à la même conclusion. Et donc, lui, il n'aimait pas l'étalon or parce que justement, l'étalon or limitait les pouvoirs de la puissance publique de relancer l'économie et de faire une politique monétaire active. Et alors, je voulais revenir sur un autre point évoqué par Nathalie tout à l'heure. Tu citais la crise des années 30. Et effectivement, je pense que c'est vraiment l'époque fondamentale, c'est le traumatisme fondateur qui permet d'expliquer les débats économiques contemporains et qui est intéressante pour Bitcoin. En fait, la crise des années 30 a été vraiment une crise très très douloureuse et il y a 4 grandes interprétations, et Nathalie, tu me corrigeras si je me trompe, hein. Mais je pense qu'on peut dire, pour schématiser vraiment, il y a d'abord l'interprétation marxiste qui dit, voyez, c'est la preuve factuelle que le capitalisme ne fonctionne pas. Il y a l'interprétation keynésienne disant, on n'a pas fait assez de relance monétaire, donc livre de Keynes en 1936 disant qu'il faut faire de la relance monétaire. Il y a l'interprétation des monétaristes et de Milton Friedman qui a écrit un énorme livre sur l'histoire monétaire des États-Unis avec Anna Schwartz, qui dit, en gros, on a fait un petit peu de relance monétaire, mais pas assez. Il aurait fallu en faire beaucoup plus pour éviter la crise bancaire et les faillites bancaires en chaîne. Et il y a l'interprétation autrichienne qui dit, en fait, on a fait beaucoup trop de relance monétaire. C'est ça qui a perturbé le fonctionnement de l'économie, avec d'autres problèmes, des excès de réglementation, trop de pouvoirs accordés aux syndicats, etc. Mais on a fait trop de relance monétaire. Donc vous voyez qu'on a 4 interprétations totalement différentes, et selon la manière dont on interprète les années 30, eh bien, en fait, on aboutit à des préconisations complètement différentes pour la crise actuelle. Et les banques centrales aujourd'hui, quelle est leur vision dominante ? C'est un mélange de monétarisme et de keynésianisme. Il faut faire de la relance. Et d'ailleurs, il me semble bien que c'est Keynes qui avait dit désormais nous sommes tous, Friedman qui a dit désormais nous sommes tous keynésiens. Je crois qu'il a cette phrase fameuse. Oui, alors Keynes effectivement détestait l'étalon or parce que l'or était finalement l'instrument qui encourageait les comportements qu'il réprouvait, aussi bien d'ailleurs sur le plan scientifique que sur le plan moral. Moi j'ai une thèse, c'est que je pense qu'il y a aussi un côté moral, puisque Keynes était quelqu'un qui était très révolté contre les valeurs de son temps, les valeurs victoriennes britanniques qui encourageaient beaucoup l'épargne. Quand on lit ses écrits, ses essais, notamment les conséquences économiques de la paix, il tourne beaucoup en ridicule la vertu de l'épargne. Ah, c'est ces blaireaux qui épargnent pour épargner. Mais pourquoi faire ? Pour épargner. On ne sait pas très bien pourquoi ils font ça, ils l'ont appris, c'est devenu une religion. Donc, il tourne vraiment en dérision le comportement de la cigale, qu'il considère comme étant un comportement ringard par essence même. Et moi, je le soupçonne quelque part d'avoir transformé en théorie économique une profonde aversion pour le conservatisme moral de son temps, alors que lui, effectivement, avait une conception de la vie qui était beaucoup plus hédoniste. Bah oui, le court-termisme, c'est bien. Sur le long terme, on est tous morts, donc ça ne sert à rien de se préoccuper du long terme. Donc je pense qu'il y avait un petit peu de ça. Et quelque part, l'étalon or, c'était aussi quelque part le symbole de ce conservatisme qui symbolise l'épargne, puisqu'en effet, l'étalon or, c'est l'âge d'or de l'épargnant, puisqu'on avait des prix très stables qui récompensaient une certaine prévoyance sur le temps long, d'autant que Keynes étant convaincu effectivement que la thésaurisation étant improductive, il faut quand même se rappeler que dans les années 30, je crois, on lance une vaste campagne de confiscation de l'or aux États-Unis, parce que précisément face à l'inflation, les gens thésaurisent, mais on les accuse de précipiter davantage la crise économique et financière en thésaurisant. Donc finalement, l'or était vraiment un obstacle à la planche à billets que l'on considère aujourd'hui comme étant le remède miracle à tous nos maux. Avec une nuance, et je m'arrête là, c'est que moi je me pose quand même encore une fois la question de la cohérence du fétichisme de la planche à billets et du faux monnayage, parce que quand vous regardez bien aujourd'hui, par exemple, la planche à billets, c'est quelque chose qui est réprimé pénalement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de faire marcher la planche à billets
à notre échelle individuelle, alors qu'on pourrait se dire, après tout, si c'est bien, pourquoi chacun n'aurait pas sa petite imprimante dans sa chambre, on fait marcher la planche à billets et tout ira bien. De la même manière que dans certaines périodes de l'histoire, vous remarquez que les États utilisent la planche à billets comme arme de guerre contre leurs voisins. C'est-à-dire que vous avez des périodes au XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, où les Britanniques vont falsifier des billets français pour justement couler l'économie française. Et Napoléon va faire la même chose vis-à-vis de ses ennemis. Donc quelque part, il y a aussi la conscience que la planche à billets, eh bien, ça nuit à l'autre quand on s'en sert contre l'autre, mais pour une raison très curieuse, on ne se dit pas que ça nous nuit à nous-mêmes quand on se l'inflige dans notre propre pays. Pour rebondir sur la vision morale de Keynes, je voudrais me permettre de recommander un petit livre fascinant qui est la biographie de Keynes par Murray Rothbard. C'est un livre très court qui s'appelle Keynes the Man, qui est disponible en PDF d'ailleurs gratuitement sur Internet. Et c'est vraiment un livre intéressant parce qu'il montre les préjugés moraux et psychologiques de Keynes qui permettent d'expliquer une partie de son œuvre. Et il révèle des anecdotes tout à fait étonnantes et politiquement incorrectes. Par exemple, dans la préface à l'édition allemande de la théorie générale de Keynes, Keynes disait « Ma théorie est plus facilement applicable dans un régime autoritaire ». Il employait le mot totalitaire. Oui, totalitaire. Totalitaire. Je l'ai lu aussi. Ouais, ouais. Et donc, en fait, ça la fout un petit peu mal en 1936 de dire ça. Et donc, en fait, ce propos a été retiré des éditions suivantes. Et pas vendeur, du coup. ça s'est révélé peu vendeur. Les keynésiens sont bien ennuyés quand on leur rappelle ça. C'est dommage que le keynésien qui était invité ne soit pas là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un keynésien volontaire dans la salle. Y a-t-il un keynésien dans la salle? Et alors, je voudrais recommander un deuxième bouquin du même Rothbard, qui est probablement la meilleure introduction à la vision autrichienne de la monnaie, qui est État, qu'as-tu fait de notre monnaie, qui est un livre court, simple, qui comporte une partie théorique et une partie historique, et qui en fait est tout à fait lumineuse pour comprendre ce sujet très complexe qu'est la monnaie. Et on se souvient quand même, pendant les négociations de Bretton Woods, Keynes il soutenait le projet Bancor, qui était une sorte de projet de monnaie mondiale libellée en or. Est-ce que finalement, Keynes, c'est pas un peu l'un des pères du Bitcoin ? Non, là, effectivement, là c'est poussé. Par contre, je pense qu'il avait conscience que comme si un pays suit sa politique mais pas les autres, ça risque d'être compliqué. Avec, après toutes les politiques de Beggar My Neighbor, le fait que le taux de change va baisser, avec toutes les conséquences à avoir, il s'est dit ce serait bien mieux si on l'imposait à tout le monde. Donc plus la zone en fait sera large et en fait plus ce sera facile en fait à implémenter, appliquer ces politiques. Et l'euro, d'une certaine façon, c'est un petit peu une projection. Évidemment, c'est un modèle réduit, mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'a priori, puisqu'on a tous la même monnaie, eh bien, on pourrait on pourrait mettre en place ces politiques et on se gênerait plus entre pays européens puisqu'on serait sous la même politique. Et inversement, est-ce que à la fin des accords de Bretton Woods, donc en 71, est-ce que c'est le signe d'une victoire historique de Keynes sur sa vision de l'économie ? Disons que, quelque part, oui. En tout cas, politiquement parlant, c'est vrai que on arrive à une situation où finalement la création monétaire est telle que l'accord de base n'est plus est de fait caduque. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus du tout ce lien qui était soi-disant cette parité fixe avec l'or. On ne peut pas faire autrement que de le reconnaître. Mais comme de toute façon, on ne veut pas revenir en arrière, et politiquement parlant, on ne voit pas... en plus, tous les pays ont fait pareil, puisque comme les États-Unis n'ont pas respecté, ont eux-mêmes émis beaucoup de dollars, les pays qui en dépendaient, donc dans ce fameux étalon change or, nous qui avions une parité fixe par rapport au dollar et non plus à l'or, parce que c'était indirect, et à ce moment-là, on s'est mis également à émettre beaucoup de monnaie. Donc en fait, ça arrangeait tous les pays en fait, de ne surtout pas revenir sur une parité, puisque ils devaient revoir toute leur politique économique, et ça aurait donné une récession très importante, puisque c'était la fin. Il aurait fallu changer complètement de politique. Personne, je pense, n'était prêt à ce genre de
prise de décision. D'autant plus qu'avec le contexte qui était à l'époque, voilà, ça aurait été, politiquement parlant, c'était compliqué à prendre comme décision, puis c'est surtout reconnaître que personne n'avait respecté l'accord. C'est-à-dire que les États-Unis, on sait que De Gaulle avait fait, voilà, il avait voulu dire, donnez-moi mon or, parce que je sais que vous avez bien sûr émis, et je sais que vaudrait mieux que j'ai de l'or que des dollars. Néanmoins, il l'a jamais réellement fait. Et après l'avoir juste dit, personne n'a suivi. Donc ça voulait bien dire que tous les pays qui étaient de toute façon dans cet accord de Bretton Woods avaient indirectement bénéficié de la politique américaine en faisant exactement la même chose. Et donc comme tout le monde était embarqué dans cette augmentation forte de la masse monétaire, faire machine arrière, pour eux c'était compliqué. Bon, de toute façon, ça les a rattrapés, puisqu'on est arrivé en 1974 avec la crise, qui n'est pas du tout comme aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'il y a une répétition de l'histoire dans les éléments déclencheurs, puisque 1974, c'est une augmentation forte des prix du pétrole et l'inflation. Et aujourd'hui, en 2022, on a exactement la même chose. On a l'envolée du prix du pétrole, qui n'a pas évidemment les mêmes origines, mais qui de fait est le signe, je veux dire, la manifestation, c'est-à-dire c'est la température, hein, c'est le signal, et qui va nous faire rentrer en inflation, et donc on va se poser la question de la gestion monétaire. Donc voilà, donc en 71, ils ne veulent pas revenir sur leur gestion monétaire passée, parce qu'ils ne se sentent pas de dire maintenant il faut qu'on arrête effectivement la politique monétaire laxiste, parce qu'on a financé les guerres et que faut que ça s'arrête. Et de la même façon aujourd'hui, donc c'est pas des guerres ou des larges dépenses militaires à l'époque, de cette époque, c'est pas le même objectif, mais de la même façon, on n'a pas arrêté nos politiques d'expansion monétaire, mais on est rattrapé par l'inflation, parce qu'il y a des goulots d'étranglement provoqués par le Covid, qui est un résultat du Covid. Et c'est intéressant, je voulais justement qu'on parle de l'inflation, parce que bon, là, c'est complètement réveillé, bien sûr, c'est aussi lié aux pénuries, qui ont été engendrées par la crise Covid, mais les banques centrales ont une politique monétaire très agressive depuis 2008, depuis le début de la crise financière. Comment ça se fait que l'inflation est restée très très modeste jusqu'en 2020, alors que pourtant on a parlé d'impression de billets à gogo? Alors, les Autrichiens, ils aiment bien préciser quand on emploie le mot inflation, si on parle d'inflation monétaire ou d'inflation des prix. Ils disent que l'inflation, historiquement, on employait ce mot pour désigner l'inflation monétaire. Et ils disent que l'inflation monétaire aboutit inéluctablement à une inflation des prix. Mécaniquement, si on émet beaucoup de monnaie, logiquement, inéluctablement, les prix augmenteront. Mais c'est vrai que cette augmentation n'est pas instantanée. Et parfois, il y a des facteurs qui jouent en sens inverse. Et dans les années 2000, il y a par exemple eu la mondialisation, la concurrence, le progrès technologique. Le progrès technologique de l'ère numérique qui fait chuter les prix de manière inouïe dans beaucoup de domaines. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette expansion monétaire massive, peut-être qu'on aurait vu une baisse des prix. Le fait qu'on ait vu des prix stables, en fait, ne veut pas dire qu'il y avait une absence d'inflation au sens autrichien. Toute chose égale par ailleurs. Voilà. Il faut bien effectivement rappeler toutes les variables, c'est-à-dire que dans une économie où il n'y a pas de création monétaire, la dynamique naturelle, entre guillemets, c'est une dynamique déflationniste. C'est-à-dire qu'on verrait les prix chuter de 2-3% par an, peut-être 4% par an, j'en sais rien. Enfin, il y aurait une baisse régulière des prix liée au progrès technique généré dans l'économie et liée aussi à l'augmentation de la demande d'encaisse monétaire. C'est-à-dire que plus les gens demandent et accumulent de la monnaie, plus ça fait baisser les prix des biens et des services, ce qui est une très bonne chose. C'est-à-dire que, ce qui me fait penser d'ailleurs à l'inquiétude de la concentration excessive de la détention de Bitcoin, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que, admettons que je suis un pauvre petit citoyen qui n'a que 500 euros en comptant, moi j'allais dire 500 Bitcoin, mais c'est déjà beaucoup, qui n'est que pas beaucoup d'argent. Si je n'ai que 500 euros, par exemple, j'ai intérêt à ce que des Bernard Arnault, des Bill Gates thésaurisent des euros, parce que quand ils le font, en fait, ça fait augmenter la valeur de l'euro et ça diminue le prix des biens courants. Et donc, moi, pauvre citoyen, je bénéficie du fait que des riches thésaurisent de la monnaie. Donc, c'est un jeu à somme positive. Donc, en soi, donc, on aurait de la déflation continue. Donc, le simple fait qu'on ait en fait des prix stables indique
peut-être qu'il y a de la déflation en fait qu'on nous retire, qu'on nous vole quelque part. C'est-à-dire qu'on aurait dû bénéficier d'une déflation qui finalement n'a pas eu lieu parce qu'on nous a volé nos gains de productivité grâce à une création monétaire excessive. Et deuxièmement, quand on dit qu'il n'y a pas d'inflation, en fait, c'est partiellement faux parce que les prix des actifs, eux, effectivement, continuent d'augmenter, mais depuis longtemps. Et ça, pour le coup, tout le monde l'admet. Il n'y a pas de controverse sur le fait que l'immobilier, les objets d'art, les actions, on a souvent commenté le fait que les actions avaient parfois une valorisation complètement déconnectée de la santé des entreprises. Mais c'est ça aussi l'inflation. C'est-à-dire que c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, mais parfois, en fonction des canaux qu'emprunte la fausse monnaie nouvellement créée, cette inflation ne va pas être visible avec les biens de consommation courants. Elle peut d'abord être visible avec les actifs, et c'est ce qu'on a vu. Et aujourd'hui, effectivement, cette inflation des actifs redescend dans les prix de biens à la consommation courants parce que les gens liquident en fait leurs actifs, récupèrent la fausse monnaie qu'ils avaient engrangée sur les marchés financiers et la consomment dans les prix des biens courants. Et effectivement, c'est un grand changement par rapport. C'est pour ça qu'on a eu cette période particulière et c'était difficile d'avoir de la pédagogie là-dessus parce qu'effectivement, tout le monde dit. Quand moi je disais il y a de l'inflation et qu'il n'y en avait pas, voilà, elle est marrante celle-là. Mais en fait, effectivement, c'est tout le problème du contrefactuel. Si on a une politique monétaire expansionniste comme on a eu en 2008 et que les prix baissent, bah oui, mais ils auraient plus baissé si on avait pas. Enfin, vous voyez, c'est toujours pareil. Oui, il y a eu de l'inflation, mais la déflation aurait été beaucoup plus sévère si les banques centrales n'avaient pas effectivement soutenu. Donc, elles l'assument, les banques centrales, oui, elles le disent. Nous avons sauvé l'économie de la déflation. Exactement. Et ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, qui est différent d'avant, c'est qu'effectivement, les banques centrales, lorsqu'elles interviennent aujourd'hui pour leur politique monétaire, le premier point d'entrée de la monnaie, c'est effectivement le marché monétaire. Donc le marché monétaire contamine le marché obligataire qui contamine le reste du marché financier. Et donc le canal de transmission, et ça les Autrichiens y tiennent, au fait que en fait, la monnaie, elle n'arrive pas, on n'est pas effectivement dans cette comparaison qui a été repris et dévoyé après avec l'histoire de l'hélicoptère monnaie dont on a beaucoup parlé, mais pour des raisons totalement différentes. C'est-à-dire que la monnaie, c'est personne qui l'envoie tout d'un coup, qui déverse sur tout le monde. Donc la monnaie, elle ne fait que elle entre dans la monnaie par un certain niveau. Et quand on prend ça, l'ouverture de tous les marchés, parce que vous, effectivement, il y a beaucoup de jeunes ici, mais ils n'ont pas vu ce que c'était avant. Et avant, eh bien, les marchés étaient peu développés. On prend le marché européen, c'est les marchés monétaires européens, ils datent de 1990, donc c'est évidemment très vieux pour vous, c'est très récent à mon échelle. Et donc, en fait, tout ça fait que les liquidités vont partout. En plus, au niveau global, puisque l'Europe maintenant a des marchés beaucoup plus développés, mais l'Asie également. Donc quand une banque centrale a une action et qu'en plus elles ont toutes la même action, bah, effectivement les liquidités vont aller, vont aller irriguer des circuits différents et ils ne viennent pas en premier sur les biens de consommation. Donc aujourd'hui, pourquoi effectivement l'inflation se réveille ? Comme tu l'as dit, en fait, c'est tout simplement parce que, en raison de ce Covid et de ces goulots d'étranglement, on a eu des tensions sur certains prix. Donc, il a donc fallu vendre certains actifs pour pouvoir aller réallouer les ressources ailleurs. Et c'est pour ça qu'effectivement, du coup, les prix montent. Mais l'argent est bien là. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Bitcoin, parce qu'on arrive à la fin de cet échange. Ça semble assez évident que c'est l'école autrichienne qui vraiment intellectualise Bitcoin en tout cas. Mais est-ce qu'il y a d'autres courants dans lesquels Bitcoin, en tout cas, ou ses créateurs ont puisé des idées ? Vous êtes vraiment très autrichien. On a parlé du courant cypherpunk hier, donc il y a sans doute un peu de ça. Mais en effet, l'école autrichienne est aujourd'hui la seule école de pensée qui voit d'un œil bienveillant une masse monétaire fixe, même si avant, quelqu'un comme Richard Cantillon, je veux dire, l'idée d'une masse monétaire fixe, finalement, ça a longtemps été la norme quand l'or était la monnaie dominante. C'est-à-dire qu'on choisissait l'or précisément parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas créer de l'or comme Jésus créait les petits pains, hein, pour reprendre. Et donc finalement, avant même l'école autrichienne, cette affection pour une monnaie rare existait déjà. L'école autrichienne n'a fait que la conceptualiser avec beaucoup plus de sophistication. Oui, puis parce qu'en fait, très vite est arrivé le problème de l'élasticité de l'offre de monnaie et qu'effectivement, certains disaient qu'il faut quand même un rattachement à quelque chose de stable pour pas
qu'on fabrique n'importe quoi et qu'on ait une certaine stabilité en fait dans cette offre de monnaie. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu des besoins de conceptualisation, parce qu'il y a eu une querelle très vite en fait sur l'élasticité de la monnaie. C'est pour ça que les banques centrales sont nées d'ailleurs. On sait que les concepteurs du Bitcoin connaissaient l'école autrichienne. Nick Szabo cite beaucoup Karl Menger, Alfinet cite Georges Selgin. Donc ils étaient inspirés par cette vision, et probablement l'école autrichienne est la théorie qui permet le mieux de comprendre la situation actuelle et de comprendre Bitcoin. Et les anti-autrichiens, c'est pas du tout étonnant de voir qu'ils sont anti-Bitcoin. Ils n'arrivent pas à comprendre que Bitcoin existe, prospère et ne disparaisse pas. Et est-ce que Hayek aurait été un bitcoiner? Est-ce qu'il aurait été speaker à Surfing Bitcoin? Sans doute, oui. Hayek, c'est celui qui disait qu'il fallait absolument qu'on introduise quelque chose que les gouvernements ne peuvent pas arrêter. Donc, par un moyen détourné. Exactement. Donc je pense qu'il aurait été à fond là-dedans. Pour revenir à ce que disait Yuri, c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas très étonnant que les anti-autrichiens détestent le Bitcoin, mais ce qui en dit long aussi, quelque part, je crois, sur le dévoiement de la science économique. Parce que quand on a un scientifique et qu'on voit un objet nouveau qui défie nos conceptions habituelles, normalement, ce qui se passe, c'est qu'on se remet en question, c'est passionnant. Enfin, je veux dire, dans l'histoire des sciences, dans la biologie, la physique, des physiciens qui ont dû revoir leur conception du monde parce que un objet nouveau venait perturber et brouiller leur conception, ont toujours effectivement eu ce réflexe d'essayer de se remettre en question. Ce n'est pas du tout le cas de nos économistes ce qui montre qu'ils sont davantage dans une démarche politique plus que scientifique. C'est-à-dire qu'ils sont avant toute chose obsédés par le pouvoir. Ceci étant, je mettrai un bémol, je trouve que le Covid était un bon exemple que les scientifiques médecins sont atteints de la même maladie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il y en a certains qui ont usé d'idéologie. Je trouve, moi j'ai été, en tout cas ça m'a saisi. Je me suis dit, bien, même en médecine, c'est pareil, finalement on est tous pareils. Voilà. Merci à tous les trois pour votre participation, c'était vraiment passionnant. Et donc, s'il y a quelques questions, on va pouvoir les prendre avec plaisir. N'ayez pas peur, c'est que de l'économie. Par ici. Si on peut amener un micro. Bonjour. J'ai une question. Est-ce que vous connaissez le Culture Token? Comment? Est-ce que vous connaissez le Culture Token? Culture Token, non. C'est un système de paiement qui existe à Vienne, qui fonctionne grâce à une blockchain. Et au lieu d'avoir un token qui est un coin, en fait, c'est l'équivalent d'un NFT où les attributs ne sont pas du coup des images, mais sont des points qu'on va gagner en se déplaçant en métro, à vélo. Et je voulais avoir votre avis sur un système de paiement un petit peu alternatif comme celui-ci, qui n'est pas corrélé avec un système monétaire mondial, parce que c'est une blockchain privée, malheureusement, mais c'est pour ne pas pouvoir le revendre après. Et en fait, c'est une sorte de moyen de paiement, mais seulement pour la population locale. Oui, ça fait écho aux initiatives de monnaie locale, je pense. C'est-à-dire qu'on va retrouver une identité en utilisant, en utilisant ce culture token. On va essayer de créer une communauté pour en fait fédérer ses membres, mais effectivement ça peut tout à fait exister dans n'importe quelle économie, et ça peut être un moyen effectivement d'attirer des nouveaux membres, de sans doute favoriser la culture locale et l'utilisation des moyens locaux, puisqu'il y a aussi d'autres choses avec lesquelles on peut payer, si j'ai bien compris. C'est pas seulement des activités culturelles. On peut payer, mais seulement pour les activités culturelles, les musées. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est pas incompatible avec toute autre monnaie, puisqu'en fait, la différence entre ces monnaies locales et vraiment une monnaie, c'est ce que Yorick avait aussi sur le point sur lequel il a insisté dans sa conférence, c'est le caractère général en fait de la monnaie. Donc celle-là, elle existe, mais elle n'a pas un caractère général puisqu'elle est restreinte à une initiative pour renforcer en fait une identité locale. Alors, moi, je vais être beaucoup plus sévère que Nathalie pour le coup, et content de voir qu'on ait au moins un désaccord. Moi, je trouve que toute cette mode des monnaies locales est une mode complètement débile. Moi, je ne la comprends pas. Je veux dire ça. Yorick a bien dit tout à l'heure que le but d'une monnaie, c'est d'être la plus universelle possible. En fait, si on a inventé la monnaie, si on s'est affranchi du troc qui n'était compatible que dans un petit cadre communautaire, c'est bien parce qu'on voulait la marchandise la plus liquide possible. Donc pour moi, les gens qui s'amusent à faire des monnaies locales, ils peuvent le faire, ils sont libres, mais c'est comme si on s'amusait à mettre une camisole comme ça et qu'on se réjouissait d'être enfermé
Ça n'a pas de sens. Je veux dire, même si on veut faire du localisme, avec une monnaie mondiale, on peut faire du localisme. C'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. Donc j'avoue que je ne comprends pas très bien ces monnaies dont on restreint artificiellement l'ère de circulation. Donc ce n'est pas parce que c'est fondé à Vienne que ça plaît aux économistes autrichiens. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y en avait une par ici tout à l'heure. Voilà, devant. Merci, bonjour. Je me demande, à chaque fois, on nous demande de choisir donc euro ou dollar versus bitcoin, école autrichienne versus Keynes. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur des deux mondes, un entre-deux, des choses bien de chaque côté pour faire quelque chose qui pourrait être un mix, qui pourrait convenir, fin de compte? Il y en a qui ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Donc il y a plein d'économistes qui tentent des synthèses à droite, à gauche. Même parmi les Autrichiens, il y a des clivages, il y a des courants, il y a des gens qui sont plus radicaux que On d'autres. vous a dit qu'Hayek, c'était... Voilà, Hayek était déjà un petit peu à la marge. Il est borderline. Aujourd'hui, des gens comme Georges Selgin et Laurence White, que Nathalie connaît bien, en fait, ils sont des Autrichiens, mais ils ont des éléments proches des keynésiens aussi, et par certains aspects. Et donc, c'est possible. En fait, ces débats théoriques sont extrêmement fertiles, et on verra bien que le meilleur gagne, en fait. Oui, c'est ça. Alors c'est possible, mais c'est possible dans une certaine mesure, dans la mesure où tout le monde accepte la concurrence. Et là, pour le coup, il n'y a pas de compromis entre concurrence monétaire et monopole. En fait, nous, on est tout à fait à l'aise avec l'idée de concurrence monétaire. Si demain, l'euro triomphe du Bitcoin parce qu'il s'avère que Christine Lagarde est devenue beaucoup plus sage et qu'elle cesse de faire n'importe quoi, bon, très peu probable, mais bon, admettons, tant mieux, très bien, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que les détracteurs du Bitcoin sont justement des gens, ce sont eux qui ne veulent pas du pluralisme. C'est eux qui ne veulent pas de contre-pouvoir. C'est eux qui veulent un monopole absolu, ce qui serait à la fois désastreux sur le plan économique, ne serait-ce que, mais aussi politique, parce qu'on sait très bien que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et le fait que la plupart des économistes soient rémunérés par la puissance publique directement ou indirectement ne facilite pas les synthèses. C'est-à-dire qu'au contraire, ça facilite la propagation des théories qui confortent la position de l'État et des gens qui proposent des politiques publiques. Il est certain que à l'université, au niveau universitaire, la façon dont on s'est organisé pour favoriser les thèses et puis avoir une carrière en tant que prof, c'est sûr que quand vous arrivez avec une orientation autrichienne, votre carrière elle est compliquée. Enfin, j'en suis un beau produit. Donc je ne suis pas à l'université, mais en école de commerce. Donc je suis assez en phase avec mes convictions. Mais voilà, c'est aussi ça. Enfin, je veux dire, c'est une réalité du marché aussi de la recherche académique. C'est que c'est pas porteur d'aller dans ce courant-là. Donc en effet, il n'y a pas beaucoup d'étudiants thésards dans ce courant pour ces raisons. Déjà, il n'y a plus beaucoup de thésards, mais qui veulent aborder les problèmes économiques sous cet angle, encore moins. Mais pour revenir à la question de la concurrence et donc des syncrétismes possibles, dans la mesure où nous, on est pour le pluralisme monétaire et la libre concurrence monétaire, ça laisse toujours la possibilité à des monnaies inspirées par des philosophies différentes de se confronter sur le marché et donc d'être expérimentées. Maintenant, aujourd'hui, on remarque que, en fait, ce sont les autres qui ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'euro, par exemple, s'impose parce qu'il y a un mécanisme qui s'appelle le cours légal qui fait que vous ne pouvez pas refuser de l'euro, sinon on vous fout une amende. Donc ça, c'est bien la preuve que la concurrence n'est pas respectée, parce que si on est vraiment pour un pluralisme monétaire total, ça implique d'autoriser les gens à accepter et de refuser les monnaies qu'ils souhaitent pour que toutes les philosophies se battent finalement à égalité. Et ensuite, c'est la meilleure philosophie qui emportera la mise. Moi, pour ma part, je pense que si demain on autorisait les gens à refuser de l'euro et à choisir librement leur monnaie, je ne suis pas sûr que cette monnaie finalement dure. Et peut-être que les banquiers centraux européens en sont aussi convaincus, parce que sinon, après tout, ils seraient tout à fait à l'aise avec un régime de libre concurrence, et on voit bien que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut... Oui. Alors, on va peut-être prendre juste 2 questions maximum.
J'ai une question en particulier pour Yorick, parce qu'on a parlé justement dans le milieu universitaire qu'il n'y avait pas beaucoup d'expression vis-à-vis de ça. Et alors moi, personnellement, j'ai aussi travaillé dans la fonction publique, et c'était pas vraiment non plus le cas. Et du coup, quelle est votre expérience à vous de défendre ces thèses-là en public? Est-ce qu'il y a derrière des pressions dans votre milieu professionnel? Parce que c'est pas des thèses, je suppose, qui sont défendues beaucoup en interne. Pourquoi tu n'as pas encore été radié de la fonction publique, Yorick? C'est un peu ça. Bon, le système public est très divers. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des opinions différentes. Il y a des administrations où les gens sont curieux, pluralistes, sont preneurs d'idées nouvelles et différentes. Donc c'est difficile de généraliser. Donc franchement, j'ai du mal à répondre à votre question. Ce qui est certain, c'est que les économistes autrichiens sont très peu présents dans le système universitaire français. Et il y a un exemple très frappant. En 2014, Pascal Salin, le plus grand économiste français de la tendance autrichienne, est nommé président du jury de l'agrégation. Après des décennies de monopole du jury de l'agrégation par des keynésiens, marxistes, pseudo-marxistes, marxisants, etc. Et là, scandale absolu, tribune dans tous les journaux de tous les plus grands économistes français disant « Au secours, les ultralibéraux prennent le pouvoir ». Et en fait, c'est ça la réalité française. C'est un monopole public sur la pensée économique. Et c'est vraiment pas sain. Voilà. Et il a tellement été fair-play qu'en fait, dans le jury, il y avait des personnes aussi non keynésiennes, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas passé le premier tour. Parce que j'avais un des rapporteurs qui avait refusé un de mes articles dans le journal de politique économie. Donc, au revoir. Bon, étant donné qu'on a dépassé un petit peu le temps, je vous propose de continuer à l'extérieur les discussions. En tout cas, voilà, merci beaucoup à tous les trois, c'était vraiment super.